il est clair qu'on ne peut pas dissocier aujourd'hui la politique de l'économie, parce qu'aujourd'hui, si on voit un peu la crise que le Sénégal est en train de traverser, donc cela impacte négativement notre économie. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui se posent en termes de gestion des ressources naturelles, donc parce qu'on sera bientôt un pays producteur de pétrole et de gaz, il est important, donc voilà, de pouvoir mettre l'accent sur la gouvernance économique. Si je parle de gouvernance économique, ça touche tout le processus décisionnel, donc lié à l'investissement également, à l'accroissement de nos ressources justement au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, si nos ressources ne sont pas bien gérées, donc ça veut dire que l'impact attendu justement de l'exploitation de ces ressources ne sera pas ressenti par les populations. D'où une bonne gestion justement de ces ressources en vue de maximiser l'impact au niveau des populations. L'autre aspect également qui est plus lié à la conjoncture, c'est la diminution de la cherté de la vie. Donc aujourd'hui, on n'en disconvient pas. Donc aujourd'hui, le niveau de vie au Sénégal est très cher. Donc l'inflation est galopante. Donc voilà, d'où un peu les manifestations récurrentes qu'on voit liées un peu à certaines pénibilités que rencontrent les populations donc, par rapport à la vie quotidienne. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens seraient justement de voir comment diminuer justement la cherté de la vie pour permettre aux populations, avec leurs maigres ressources, de pouvoir s'en sortir plus ou moins aisément. Et l'autre aspect également qui est important, et c'est un peu lié à ce que je viens de soulever, c'est la création d'emplois. Aujourd'hui, au Sénégal, la question d'emploi est cruciale. Donc, le taux de chômage est très élevé. Et si on questionnait un peu les causes de cela, on verrait que justement, il s'agit justement de plusieurs causes qui se sont imbriquées et qui font qu'aujourd'hui, on a cette crise de l'emploi. Et évidemment, quand il y a crise de l'emploi, il y a crise de revenus, il y a moins de revenus, et moins de revenus, moins de pouvoir d'achat. Donc, encore ce qui va accroître davantage le ressenti des populations par rapport à la cherté de la vie. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'accent devait être mis justement sur voir comment on devrait promouvoir la création d'emplois. Parce que le but de l'État n'est pas de créer de l'emploi, mais c'est de mettre en place des causes, avec les conditions nécessaires justement en vue de faciliter la création de l'emploi et de promouvoir l'initiative privée et l'entraînement également des jeunes justement par rapport à l'auto-emploi. Ça, c'est important. L'autre aspect également qu'on pourrait citer, c'est également la réduction des inégalités, de la réduction des inégalités. Et si je parle d'inégalité, d'un côté, il y a du point de vue revenu également qui est là, mais l'autre aspect également, c'est l'accès justement aux services sociaux de base. Donc, je pense à la santé, je pense à l'éducation, donc je pense à l'assainissement, je pense également à l'eau et d'autres également de services justement qui sont cruciaux justement par rapport à la vie des populations. Et également, on devrait justement par rapport à cela faciliter l'accès justement des populations par rapport à ces services sociaux de base. Il est évident que les difficultés rencontrées par ces populations pour se soigner, ce n'est pas évident. Pour se soigner au niveau des hôpitaux publics, déjà, voilà, c'est très dur, alors que tout le monde n'a pas les moyens d'aller au niveau des cliniques. Donc, vous voyez, et ça, c'est le ressort de l'État. L'État a l'obligation, justement, de mettre en place des services publics de proximité, justement, pour promouvoir un peu l'accès des populations à certains services de base, comme les services que je viens d'énumérer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes par rapport à la gestion de ces ressources-là. Donc, il faut dire, également, il faut s'en féliciter que l'État du Sénégal a, par ailleurs, essayé de prendre les devants, donc en mettant en place une loi sur le contenu local afin de mieux impliquer les entreprises, les privés locales, justement, à la participation, justement, à l'exploitation, justement, du pétrole et du gaz, donc par la fourniture de services, de matières premières liées que l'industrie aura besoin. Ça, c'est important. L'autre aspect également, l'État du Sénégal a voté également une loi portant sur la répartition un peu des ressources justement issues du pétrole et du gaz. Ça également sont des initiatives à saluer parce que si ces ressources ne sont pas exploitées de manière rationnelle, donc ça veut dire que
voilà, on peut exploiter le pétrole pendant une dizaine d'années. Après, voilà, quand c'est fini, c'est fini. Donc, l'enjeu aujourd'hui, pour que cette exploitation puisse profiter davantage, mieux profiter justement le pays, c'est de créer ce qu'on appelle une industrie du pétrole et du gaz. Il ne s'agit pas d'extraire le pétrole et de vendre le pétrole brut à l'étranger, après retourner acheter le produit fini. Donc voilà. Et également, il est important de mettre en place une industrie du pétrole. Quand je parle d'industrie du pétrole, c'est toute une chaîne justement qui tourne autour justement de l'exploitation du pétrole, allant de l'extraction jusqu'à voilà, la transformation en produits dérivés afin de mieux justement euh, accroître le coût justement de ces produits justement au niveau international. Ça, c'est important. Et l'autre aspect également, c'est un enjeu de taille. Hein. C'est souvent, on prie pour que ce qui est arrivé dans d'autres pays et qu'on appelle un peu les méfaits justement de l'exploitation du pétrole, la malédiction du pétrole, que cela ne nous arrive pas. Hein, parce que si on regarde tout autour de nous, donc il y a des cas qu'on pourrait citer. L'enjeu, c'est justement de pouvoir mieux justement profiter de l'exploitation du pétrole en mettant en avant des garde-fous qui permettent justement de rationaliser l'utilisation de ces ressources, de penser également aux générations futures. Parce que ces ressources sont tarissables et également il faut penser que pendant qu'on l'exploite, justement, mettre en place des dispositifs qui permettraient justement aux générations qui vont venir après de pouvoir profiter de ces ressources-là. Et c'est pour cela que j'ai commencé à évoquer la loi portant répartition justement des ressources du pétrole et du gaz, parce que ça, c'est important. Parce que si ce n'est pas fait, donc, ce qui veut dire qu'il y aura il y aura des difficultés donc, dans l'avenir. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un fonds de stabilisation qui est mis en place à travers justement, un peu dans le cadre de l'exploitation du pétrole. Une partie des ressources du pétrole viendra justement renforcer la création de la richesse, donc verser dans le budget national. Et ça également, c'est important. Et il faut que ces ressources soient orientées justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la prise en compte de l'accès donc, des populations par rapport aux services sociaux de base. Ça c'est important. Une meilleure éducation, une meilleure santé, l'accès à l'assainissement, une meilleure salubrité également, une eau de qualité. Ça sont des aspects qui sont importants. L'autre aspect également, c'est le fonds intergénérationnel également, qu'il faut également saluer, qui permettra justement de penser aux générations à venir dans le cadre de l'exploitation du pétrole. Donc, si on résume bien, donc, il faut, dans cette exploitation, être rationnel et donc penser aux générations futures et ne pas penser à exploiter le pétrole aujourd'hui et finir tout aujourd'hui, mais également mettre tout un dispositif qui va profiter aux différents acteurs, hein, donc au privé local, pour que chacun puisse justement donc, voir comment il peut justement profiter de l'exploitation de ces ressources donc, par la fourniture de services également, ou bien par la fourniture d'autres intrants, justement pour l'industrie pour avoir besoin. Quoi. Cette dépendance, justement, pourrait avoir des conséquences néfastes, hein, parce que vous savez, souvent les coûts mondiaux des ressources naturelles ne sont pas fixes. Donc, ça varie du jour au lendemain. Et comme vous le dites, si on est trop dépendant, donc si les coûts chutent, effectivement, les ressources également internes vont également chuter considérablement. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment une diversification justement de cela. C'est-à-dire que ne pas penser à exploiter les produits bruts également et les vendre à l'étranger comme ça. Mais il faut mettre en place une industrie qui vise à transformer justement ces produits et avoir des produits dérivés qu'on pourra vendre à l'étranger. Donc, l'idée un peu, c'est de diversifier un peu les produits à exporter pour que, voilà, pour ne pas être très dépendant de seul produit qui, demain, quand les prix vont chuter, ça va avoir des impacts négatifs au niveau de notre économie. L'autre aspect également par rapport à la gestion transparente de sommet. Je pense que également aujourd'hui il y a un cadre qui se dessine, hein, donc qui a été mis en place donc, depuis la découverte de ces ressources qui vise à impliquer les acteurs. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le COS pétrogaz, qui est un peu le comité qui un peu se charge justement de la supervision justement de l'exploitation des ressources. Et aujourd'hui, où les différentes parties prenantes sont représentées, aussi bien le privé, le public, également les acteurs de la société civile. Et par rapport à cela, je pense qu'il faut se féliciter également de l'existence de l'ITE,
donc, qui est un peu l'initiative pour la transfert des ressources extractives, dont le pétrole en fait partie. Donc, effectivement, et chaque année, il y a un rapport de l'UT qui est sorti, qui justement montre quelles sont les ressources justement qui ont été générées au niveau de l'exploitation des différentes ressources naturelles pour justement donner la bonne information et permettre également un suivi citoyen justement par rapport aux ressources générées. Et je crois que ça, c'est important. Donc, il faudra commencer à renforcer déjà les cadres qui sont là, qui également et veiller justement à la régularité de la production des rapports annuels pour qu'on puisse justement avoir des informations à temps. L'autre aspect également, récemment, on a vu que il y a la Cour des comptes. La Cour des comptes qui s'occupe également justement voilà, de valider un peu du suivi et de la vérification des comptes publics. Je sais pas également, justement de son rôle également de veiller justement à une bonne transparence de ces ressources par rapport à travers ces rapports qui sont produits de manière périodique. Par rapport maintenant aux impacts environnementaux, donc, je pense que si on part du principe que toutes les industries qui ont été mises en place, donc, ont un plan de gestion environnementale et sociale qui a été validé, donc, je pense que c'est simple, parce que ici, l'enjeu, c'est juste de veiller à la bonne application des mesures d'atténuation, donc, des impacts qui sont générés à travers le plan de gestion environnementale et sociale. Maintenant, c'est l'enjeu se trouve à ce niveau parce que souvent, quand le plan est validé, souvent, les entreprises voilà, ne s'efforcent pas à prendre en charge, à les mettre en œuvre de manière opérationnelle. Et souvent, c'est à ce niveau justement que ces plans doivent être accessibles justement aux populations pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse faire le suivi, le monitoring par rapport aux différents engagements qui ont été pris par ces entreprises en termes de prise en compte des impacts, également d'apporter des réponses adéquates par rapport à ces impacts. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un cadre qui est là, qu'il faut juste respecter. Hein, juste respecter. On peut mieux prendre en compte les aspects environnementaux, mais également pour mieux prendre en compte aujourd'hui les aspects de transparence financière dans l'exploitation de ces ressources. Il faut dire que l'immigration a toujours existé, hein, donc, mais que peut-être la façon dont on a connu ce phénomène ces temps-ci est un peu exacerbé, hein, donc qui est un peu lié au contexte politique, ça il faut le dire, hein, parce que si les jeunes sont aussi désespérés pour prendre les périodes de fortune ou bien pour prendre le désert pour aller à l'étranger, c'est parce que quelque part, il n'y a plus d'espoir au niveau national. Et cet espoir est lié justement à la confiance que les jeunes placent en le gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a cette rupture de confiance qui font aujourd'hui que les jeunes ne pensent pas que les gouvernants qui sont là puissent prendre en charge ou bien aient la volonté justement de les sortir justement de leur situation. Ça, c'est important. Également, ça également est exacerbé par la malgouvernance qu'on note, hein, parce qu'on pense que, voilà, que l'argent est là, mais est mis ailleurs et que l'autorité ne met pas l'argent là où il faut. Et ça crée une certaine frustration et justement, ça amène les jeunes justement à aller vers un avenir meilleur pour pouvoir également prendre en compte justement leurs préoccupations parce qu'ils ne peuvent plus compter sur le gouvernement. Donc, il y a un problème de désespoir qui est là, un problème de rupture de confiance entre les citoyens et les autorités qui nous a amenés aujourd'hui dans cette situation. Maintenant, par rapport à la question de l'emploi, il faut dire que c'est une question qui est problématique. Parce que, et ça, il faut dénoncer la stratégie qui a été mise en place depuis très longtemps. Souvent, on pense que si on met en place nous sommes des programmes, on peut arriver à prendre en compte justement la question de l'emploi. Et souvent, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut aujourd'hui, dans le cadre justement de la lutte contre le chômage, il faut ce qu'on appelle une stratégie intégrée de prendre en charge justement du chômage. Qu'est-ce que cela veut dire? La question de l'emploi ne touche pas uniquement les entreprises. La question de l'emploi touche donc il faut aller à la source justement du problème. La source, c'est quoi? C'est aujourd'hui, il y a une inadéquation de la formation et du marché de l'emploi. Encore qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont là ne recrutent pas, en fait, comme ça se devait. Aujourd'hui, l'offre de l'emploi est très supérieure par rapport à la demande de l'emploi
qui émanent des entreprises et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement pour prendre tous les jeunes qui sont qualifiés, c'est assez difficile. Encore qu'également, il faut prendre en compte également tous les autres jeunes qui sont là et qui n'ont pas certainement la qualification adéquate pour pouvoir prétendre à un emploi. Parce qu'il faut voir exactement dans ce cas qui sont les chômeurs en fait. Parce que si on parle de la définition du chômeur, de chômeur, donc on pourra dire que la plupart des jeunes qui sont là, on ne peut pas les appeler des chômeurs. Parce qu'il y a des critères qui sont définis par les DIT et qui font qu'aujourd'hui, on est chômeur parce qu'on ne répond à certains critères, à certains critères. Donc, souvent, on est dans un cadre d'un enseignement général qui ne fournit pas les compétences et les capacités pour assurer l'employabilité des jeunes. Et ça, c'est problématique. Et les entreprises également sont des recherches du profit. Hein. Donc, quand ils emploient des jeunes, c'est pour ça pour que je miser sur la productivité en vue d'accroître le chiffre d'affaires. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut une vraie stratégie intégrée qui touche à la fois la formation, qui touche à la fois l'entrepreneuriat, qui touche à la fois le financement justement de l'auto-emploi pour les accompagner justement dans ce processus. S'il n'y a pas cette stratégie intégrée, donc on mettra en œuvre beaucoup de problèmes, beaucoup de programmes comme c'est le cas aujourd'hui, et le problème restera toujours entier. Surtout que le recrutement qu'on voit à travers ces programmes, ou bien le ciblage qui est fait à travers ces programmes, c'est un ciblage politique. Tout le monde le sait. Ça, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est là-bas pour pouvoir justement pour être recruté ou bénéficier justement d'un financement. Si aujourd'hui on est beaucoup plus rigoureux justement dans ce processus justement, on pourra espérer justement arriver à bout justement de ce fléau qui est justement le chemin des jeunes. Je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, une approche intégrée. Et l'autorité qui sera là, ou bien le prochain président, devra travailler dans ce sens pour justement faire le contour du problème et justement mettre en place les stratégies une stratégie adéquate pour prendre en charge justement ce problème de chemin d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes donc, espèrent pouvoir réussir sur place, ils n'auront plus justement la raison d'aller ailleurs. Parce que cette volonté d'aller ailleurs, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir ici au Sénégal. Parce que la vie, quoi qu'on dise, la vie, c'est juste une question d'espoir. J'espère quelque chose parce que c'est pour ça que je reste. Si aujourd'hui les jeunes ne veulent plus rester ici, parce qu'il n'y a plus d'espoir, donc oui, à ce niveau, au niveau de leur pays. Et ça, c'est de la responsabilité des autorités. Je pense que le premier chantier, justement, de nos présidents sera de travailler à établir une confiance entre lui et les populations. Que les populations voient en lui la personne qui pourra justement le faire sortir justement de la situation à travers une gestion transparente et la bonne gouvernance justement des ressources du pays. Donc, c'est une question qui ne sera pas réglée du jour au lendemain. Il faudra être patient. C'est pour ça qu'il faudra d'abord commencer par rétablir la confiance, le faire comprendre qu'on travaille là-dessus, mais ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on va arriver à bout, que chacun mette du sien justement dans ce processus pour que les jeunes puissent rester sur place. Parce que comme vous le dites, hein, ceux qui partent ont les moyens. Parce que quand on réunit certaines sommes pour aller à l'étranger, et parce que quelque part, on l'a prêté quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc, si les gens décidaient de mettre plus de temps dans le boulot, donc pour pouvoir s'inscrire dans une perspective de durabilité afin de pouvoir construire quelque chose, ce serait mieux. Mais on voit aujourd'hui que les jeunes sont plus ou moins pressés, hein, pour que parfois la vie se règle voilà, du jour au lendemain, alors qu'il y a des choses qui se construisent dans la durée. Et voilà un peu ce problème qui est à la fois sociologique, hein, parce que parfois, ce sont parfois les parents qui incitent même les jeunes à partir. C'est à la fois sociologique, économique, et en plus maintenant de la situation politique que nous vivons, qui font qu'on a ce cocktail-là qui pousse les jeunes à aller justement vers l'immigration. Le bien-être est lié à des possibilités que les populations devraient avoir.
pour pouvoir prendre en charge leurs besoins. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, la première priorité, c'est de faire en sorte que les populations puissent accéder à un travail décent. Bon, beaucoup travaillent, mais il y a ce qu'on appelle les travails qui sont des travailleurs pauvres. On travaille, mais on n'arrive pas à satisfaire nos besoins et les besoins de nos populations. Donc, si aujourd'hui, la priorité serait de mettre en place les conditions favorables justement à la création de l'emploi. Ça, c'est important. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, l'État, son ambition n'est pas de créer de l'emploi, mais son ambition, c'est de mettre en place les conditions favorables à la création de l'emploi. Que le secteur privé puisse justement de se développer, également donner beaucoup de possibilités d'emploi justement aux jeunes. Donc, une fois que justement ce problème est réglé, je pense que l'État devait également travailler parallèlement à mettre en place, à rendre accessibles les services sociaux de base. Donc, ça également, c'est le ressort de l'État. L'État, c'est à lui que revient justement le rôle, la responsabilité de mettre en place donc, des services de santé de bonne qualité, des services d'eau de bonne qualité, de bonne qualité également, les services éducation de bonne qualité à travers justement tout le territoire national. Donc, si on travaille déjà sur ces deux bases, on peut espérer justement construire un avenir justement prometteur. Parce que l'avenir, ça se construit également. Donc, l'autre priorité également, c'est améliorer la gouvernance. Ça, c'est important. Aujourd'hui, le Sénégal est décrié partout hein, comme un pays où justement c'est la malgouvernance qui prévaut. Je pense qu'il faut mettre en place déjà, les règles sont là. Il faut les respecter. Également, veiller à la régularité justement de la publication des rapports d'audit justement de la Cour des comptes, de l'IGE, pour justement donner la bonne information, mais surtout lutter contre l'impunité. Ça, c'est également important parce que si les gens qui gèrent nos ressources donc, se permettre de gérer comme ils le veulent et que demain, il n'y a aucune sanction, ça pose problème. Ce qu'on a vécu avec le fonds COVID-19, vous voyez ce que ça a donné. On a laissé donner des gens, 1000 milliards à des gens qui ont fait ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, il y a un rapport qui est là et il n'y a aucune application justement en termes de sanctions des gens qui ont fauté. Je pense que si on travaille sur ces chantiers-là, on peut espérer justement pouvoir donner des réponses, des premières réponses justement, donc en début de mandat, en fait de rassurer la population que nous travaillons dans une perspective d'améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui également, il faut se réjouir qu'au niveau de l'État central, on a mis en place ce qu'on appelle le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Donc ça, c'est déjà un début qui vise justement à promouvoir le développement des territoires. Déjà, il y a l'acte 3 de la décentralisation qui avait posé les prémices justement de cela en orientant vers ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Ça, également, c'est important. Mais que cela ne reste pas seulement justement des mots couchés dans un document, mais que cela se traduise par une réalité. Parce qu'aujourd'hui, si on donne la possibilité aux collectivités territoriales de territorialiser les politiques publiques, alors qu'en retour, les collectivités n'ont pas assez de moyens, ça pose problème. Donc, l'État peut dire que j'ai transféré les compétences, c'est à eux de mettre en place ces compétences-là, mais s'il n'y a pas de ressources, ça pose problème. Et il s'ajoute que depuis qu'on a passé à ce qu'on appelle à généraliser les communes, donc voilà, on se retrouve avec des communes qui n'ont aucune ressource pratiquement. Ils n'ont aucune taxe pratiquement. Et ça pose problème. Je pense que si on travaille à mettre en place, à donner plus de poids, justement, à l'acte 3 de la décentralisation, qui oriente les collectivités territoriales vers la territorialisation des politiques publiques, en leur donnant beaucoup plus de moyens, en mettant en place également, dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan national d'aménagement et de développement des territoires, qui met l'accent sur le poids démographique également, ça c'est important. Parce que là où vraiment il y a un poids démographique important, il est évident que les services doivent suivre. Donc déjà pour dire que les stratégies sont là, ce qui reste c'est juste une bonne mise en œuvre de ces stratégies pour pouvoir justement
prendre en charge justement ces questions d'inégalité, donc surtout au niveau des territoires, parce qu'on retrouve un département qui manque beaucoup de services, des régions qui n'ont pas d'hôpitaux de niveau 3, alors que les populations quittent les régions pour venir à Dakar uniquement pour se soigner ou bien pour faire des analyses. Parfois, ça pose problème. Et cela rend également l'accès aux services beaucoup plus compliqué, parce que non seulement il faut prendre en compte l'accès à ces services-là, le coût pour se faire soigner, mais le ticket pour venir à Dakar, mais également le ticket pour se loger. Tout ça sont des faits qui enrichissent, qui renchérissent justement le coût d'accès aux soins et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de populations préfèrent traîner leur maladie au lieu de venir à Dakar pour se faire soigner.